Et là, il enlève son caleçon. Là, je le vois par terre comme ça. Et là, je vois une giga trace. Il me goûtait sa transpiration dessus. Il dit, félicitations, t'as le sida maintenant. Dinguerie. Non mais meuf, tu peux pas me dire ça. Mais non, arrête, c'est pas la première fois en plus. Il a passé toute la journée au lit. Je peux pas croire. Et le pire dans tout ça, c'est que... Si, je te jure. Il m'a lâché un gros vu. Je sais pas si on peut dire ça. Bonjour, ici la Marie du montage. Histoire de mettre 2-3 petites choses au clair avant le début de l'épisode, je voulais juste vous filer la définition de abolitionniste et décriminalisation pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. En gros, l'abolitionnisme, c'est un courant de pensée relevant du féminisme visant à l'abolition de la pratique de la prostitution, même réglementée et encadrée par l'État. Ce courant considère les personnes prostituées comme victimes d'un système qui les exploite, même lorsque ces personnes disent pratiquer cette activité volontairement. La pratique de la prostitution ne peut être considérée comme l'exercice d'une liberté individuelle, elle est considérée comme étant en contradiction avec les droits et la dignité de la personne. La décriminalisation signifie l'élimination des lois qui interdisent le travail du sexe, alors que la légalisation signifie la création de nouvelles lois qui permettent, mais en cas de travail du sexe. L'idée de cet épisode, c'est pas tout d'avoir un débat et de savoir quel côté est le mieux, mais vraiment de partager le témoignage et le parcours d'une personne concernée. Voilà, bon épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Marie et ses cafards. Aujourd'hui, je suis avec Thaïs. Salut. Comment ça va, Thaïs? Ça va super, et toi? Bah, ça va super, je suis trop contente d'enregistrer moi cet aussi, épisode. de ouf. Je suis en train déjà de hurler, c'est terrible. Ça va bien se passer. Oui, mais j'ai un souci avec le cri. Avec ton cri à toi? Mais je parle trop fort globalement. Mieux que tu parles trop fort que pas assez en vrai. C'est vrai, mais je le sais et le podcast le confirme. Sur les... Ouais, je vois. Sur les, Les titres, courbes. sur les courbes, je vois que vraiment il y a un problème sonore chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, Thaïs, aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant. Je me suis grave documentée pour pas poser des questions débiles. Ok, tant mieux. Non, en vrai, je trouve que c'est un sujet trop intéressant et je trouvais ça dommage, genre juste de le bâcler ou genre d'avoir un aspect juste cafardesque, on va dire. Ouais, bien Donc, sûr. j'ai envie qu'on digue un petit peu plus. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes. Ouais. Je m'appelle Thaïs, j'ai 27 ans. Depuis peu, je suis créatrice du coup sur les réseaux. Bon, j'ai pas 1 million d'abonnés, mais on Bientôt. essaye tant bien que mal. Et voilà, mon but, c'est surtout de faire de la prévention sur ce dont on va parler aujourd'hui. Et depuis pas si longtemps que ça, je suis aussi nail artiste. Donc voilà. C'est vrai. Trop bien, super presse. Bah ouais. Alors, il y a une interview de toi. C'est une de tes premières interviews que tu as C'est faites. la toute première. C'est la toute première. Ouais. Que tu as faite pour aborder le sujet dont tu parles dans ta création de contenu. Donc, c'est une interview avec Le Crayon, Ouais. qui est un média quand même assez... Clivant. Ouais, clivant est le bon terme, Ouais. merci. Et du coup, je voulais un peu qu'on discute de ton retour d'expérience par rapport après cette interview, ce que t'en penses et tout. Bah, Comment ça s'est passé moi, globalement? si tu veux, globalement, mon expérience là-bas, elle a été très bonne. J'ai été très bien accueillie, très Ouais. bien traitée. On m'a pas bridée dans ce que je voulais dire, donc j'ai pu dire tout ce que je voulais. Après, c'est sûr qu'il y avait une volonté peut-être un petit peu de faire du buzz. Les questions étaient peut-être un petit peu, à l'image du média, peut-être un peu clivantes, tu vois. Mais moi, globalement, j'ai pas eu une mauvaise expérience avec eux. Après, si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être que je le referais pas parce que la ligne éditoriale est peut-être moins en adéquation avec mes valeurs, tu vois. Mais sinon, je peux pas leur reprocher, moi, de m'avoir bridée dans ce que je voulais dire ou quoi. Donc sur ça, c'était OK. Après, moi, je les ai contactés de base vraiment par hasard, en fait, parce que ils ont dû sortir une série, je pense que tu as dû les voir, mais sur l'escorting avec des gens qui ne faisaient pas du tout partie de ce milieu-là, dont Bastos. Ouais. Et je suis tombée sur une interview vraiment de lui en train de débattre avec une femme. Tu sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi vous avez un débat sur ça alors que ni lui ni elle n'ont jamais côtoyé de près ou de loin ce milieu, tu vois. Ouais, mais c'est juste parce qu'en fait, il a fait partie des clients, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il a eu, des Ouais. clients, voilà, il a eu une expérience une fois à Amsterdam, dans le quartier rouge, le Ouais. truc le plus cliché que tu peux trouver sur Ouais, ça, ouais. tu vois. Et en plus, il se plaignait Bastos, qu'elles quoi. étaient pas assez bavardes et que lui, il voulait discuter un peu, tu vois. Genre que la Mm. nana, elle envoie 20 par jour, tu vois. Et je leur ai envoyé un message un peu en mode énervé, tu vois, en mode ouais, vous donnez la parole à n'importe qui sur ces sujets, au moins interroger des vraies personnes. Mais je Ouais. parlais pas forcément de me donner la parole à moi, parce que Ok. moi à ce moment-là, j'étais pas du tout prête à parler à visage découvert. C'était même pas un truc qui m'était venu à l'esprit un jour. Et au final, ils m'ont répondu direct. Ok. Et ils m'ont dit est-ce que tu veux venir en parler et je me suis dit en vrai, vas-y. S'il faut un peu ramener un peu de la nuance ou s'il faut démonter quelques clichés. J'allais dire peu importe le média. Bon, si ça avait été CNews ou un truc comme ça, je ne serais pas allée, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y. Au pire, vas-y. Les questions, la ligne qu'on m'avait proposée, déjà, j'étais pas en débat. Je pense que si j'avais dû débattre, tu vois, par exemple, avec quelqu'un qui était complètement en mode abolitionniste, etc., je l'aurais pas fait. Là, ils m'ont fait réagir à cette interview de Bastos. J'ai eu un peu le truc du, tu sais, le vrai faux, là. Oui, Le grand truc du crayon, là. Ouais. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de retour hyper négatif. Il n'y a pas eu de violence spécialement sur le crayon, tu vois, comparé à... j'ai fait un podcast avec Carla Gebali. Ouais. Après, là, les commentaires, c'était vénère, quoi. Elle a plus de notoriété, elle. Genre, c'est quoi son contenu? Je l'ai vu l'interview, mais Son contenu, ça dépend des réseaux. Elle a un podcast où elle donne la parole à des gens sur des parcours de vie, sur plein de trucs, tu vois. Et après, elle a du contenu un peu plus léger sur TikTok ou des trucs comme ça. Globalement, c'est une fille, voilà, qui se prend pas la tête, qui a confiance en elle, qui le montre et qui a pas de tabou, tu vois. Donc, je pense que c'était ça un peu sa ligne éditoriale, etc. Et nous, on a parlé de ça. Mais après, c'est vrai que je pense que, de fait qu'elle soit aussi très belle, etc., je pense qu'elle est suivie par beaucoup d'hommes. Ah oui, ok. Et malheureusement, les commentaires ont été vraiment vénères. Moi, j'ai arrêté de les lire, je crois, 2 semaines après la vidéo sur YouTube. J'ai arrêté de lire les commentaires parce que mon mec, mes potes me disaient, mais tu vas devenir zinzin, tu vois. Donc, parce que t'avais pas encore de compte associé à ça, à ce moment-là. Ou est-ce que tu avais commencé un petit peu? Ah, je sais plus. Si, parce que quand l'interview du crayon est sortie, j'ai créé mon compte. Ok, donc Le c'est vraiment jour, suite à l'interview du crayon. C'est ma première vidéo sur Ok. mon compte, tu vois, le crayon. Et après, je crois que j'ai dû faire Carla un mois après, un truc comme ça. Donc après, j'ai créé mon compte à ce moment-là. Mais c'est vrai que les commentaires étaient vraiment vénères, quoi, tu vois. T'as fait d'autres interviews? J'ai vu que t'étais dans Her Story aussi. Her Story, c'était top. Vraiment, c'était super. J'ai fait le podcast Héros avec Faustine Bollert à RTL. Trop mignonne, vraiment super bonne expérience au féminin, incroyable. Je suis restée en contact avec la journaliste et tout. Franchement, globalement, j'ai eu des bonnes expériences avec les médias. Après, des fois, les formats font que tu dois aller au but et tu dois faire vite. Tu peux pas forcément détailler. Donc, les gens, ils ont une image, ils ont une idée de... Enfin, si tu veux, je résume peut-être 2-3 ans d'activité sur 1 minute 30 sur un reel ou un truc comme ça. C'est court, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment le temps d'approfondir le sujet, d'apporter de la nuance. Et bon, après, j'imagine que ces réseaux-là, ces médias-là, ils recherchent aussi un peu des contenus qui font réagir, quoi. Donc, ouais, et après, au féminin, Her Story, ça reste des médias globalement suivis par des femmes. Donc après, tu vois, ça se ressent dans les commentaires, tu vois. Comme quand je disais que j'ai failli faire Légende, je pense que j'ai eu peut-être un signe du destin que ça se soit pas fait. Et je pense que les commentaires sur Légende auraient été vraiment vénères, tu vois. Et je pense que c'est bien de rester dans des médias, pour l'instant, pour moi aussi, pour ma santé mentale, dans des trucs où je sais que je vais pas non plus, tu vois, jamais je ferai un TPMP ou un truc comme ça, tu vois, genre c'est pour les faire casser la gueule. Ouais, c'est clair, puis pas mon délire, tu vois. Donc voilà. Ok, parce qu'au moment où tu l'as fait, t'étais pas au courant de tout l'aspect extrême droite qu'il y avait avec non, le crayon. Et ils leur donnaient quand même, en l'espace de 1 an et demi, ils ont quand même largement donné la parole à l'extrême droite, beaucoup plus, même tous leurs débats à 2 là à chaque fois, que moi à l'époque où j'y suis allée. Et ils ont été rachetés par ce terrain, je crois, 1 mois et demi après que moi j'ai fait mon interview, tu vois. J'avais un petit peu le seum et tout, mais bon, après, je comprends. Tu peux pas gérer pour eux, quoi, tu vois. Donc, non, mais après, en vrai, si c'est un truc qui t'a permis de te lancer aussi, si de base, tu pensais pas faire ça. Du moment que moi, ce que je dis, ça a pas été transformé, ça a pas été... Il y a pas de sensationnalisme dans cette vidéo, tu vois. Je trouve que ça va.
comparé à certaines questions des fois qu'on peut me poser et tout. Donc ça va. C'est quoi les questions qu'il faut pas te tu vois, poser? genre les gens m'attègent parce que j'étais pas assez sensationnaliste. Genre, Ah ouais. ils avaient peur que je donne pas assez d'anecdotes alors que je leur avais raconté vraiment toute ma life. Et ils avaient peur que je donne pas assez d'anecdotes croustillantes, mais pas croustillantes dans le sens vraiment des trucs qui font mal, tu vois, des trucs qui te font pas plaisir forcément à raconter. Tu les racontes une fois, deux fois parce qu'il y a un intérêt derrière, mais au bout d'un moment, raconter des trucs horribles juste pour faire du buzz en commentaire, si tu veux, c'est quand même un peu. Bah oui, mais en vrai, c'est littéralement juste ce qu'ils cherchent. Tu Ouais. vois le nombre de vidéos qu'ils ont fait avec le médecin légiste Ouais. D'ailleurs, qui raconte des trucs il y a affreux. plein de trucs faux et tout. Hein. Oui, C'est qu'il y a un- mais t'as on vu a la regardé la même vidéo. Ouais. Ouais. La vidéo de On- Blast sur ça, oui. Je m'en doutais, c'était. Enfin, comment ça, à chaque fois, t'arrives à trouver des nouveaux trucs en mode ça te fait tilt dans ta Ouais, tête il a et fait tout. énormément de vidéos. En plus, on a fait une dizaine. Ouais. Mais en fait, je savais pas. Mais Legend, c'est un des podcasts les plus écoutés. Mais C'est je le crois que premier. ouais, c'est le premier. C'est le premier en France, ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. J'avoue, je comprends pas. Mais ouais, après, d'un autre côté, je suis vraiment. Déjà, de un, je pense que je suis pas du tout la cible de Legend. Et moi, je peux pas supporter une interview dirigée par un mec, en fait. Et je pense qu'ils ont une cible hyper vieille. Genre, tu vois, moi, mes darons, ils regardent, genre. Ouais. Je pense que. Ok, oui, c'est on pour est, ça ouais, que, on est pas du tout la tu vois, cible. Guillaume, quand il te pose des questions, des fois, il est bébête. Enfin, les questions, elles sont hyper bateaux. Parce Bah que nous, sur tous ces sujets-là, on va être éduqués. Alors que les vieux, tu vois, ils vont pas l'être. Donc, c'est pour ça qu'il explique à chaque fois, genre, des trucs où tu te dis, bah, c'est bon, on n'est pas teubés, tu vois. Mais je sais plus ce que je disais. Oui, en gros, il y avait une TDS qui s'appelle Bertoul Bordeaux. Attends, j'ai son blaze ici. Beaurebec, voilà. Et elle était sur Radio Sud, je sais pas quoi. TDS, parce que moi, déjà, je fais quand même une différence entre, dis-moi. pour moi, les TDS, c'est-à-dire OnlyFans, Mime, etc. Ouais. Et, disons-le, la pute qui reçoit et qui fait du réel, tu vois. Ouais. Pour moi, il y a quand même une différence entre... Parce que dans TDS, t'as beaucoup de choses, Ouais, tu bah, vois. c'est global, mais elle, en tout cas, c'était... elle vendait son corps aussi. Enfin... En réel, tu veux dire. En réel, En voilà, réel, ouais. ok. Et genre, en gros, c'était un homme de clairement plus de 50 ans, un homme blanc, clairement plus de 50 ans, Ok. qui l'interviewait avec une autre meuf, mais elle était connue, son visage me disait quelque chose, mais je saurais pas redire son blaze. Et vraiment, les remarques, en fait, les remarques, elles étaient pas désobligeantes ou maladroites ou quoi que ce soit, elles étaient juste foncièrement débiles. Ouais. Genre vraiment, j'étais en mode le mec dit des banalités au Bah ouais. possible. Parce que je pense que les gens ne savent pas comment aller dans le cœur du sujet, mais dans la vraie problématique et dans pourquoi le TDS existe, pourquoi on fait ça, pourquoi ça nous mène à ça, etc. Ouais. Et du coup, ils restent sur un peu des questions de surface, par peur aussi des tabous, par peur de plein de trucs. Ouais, moi je trouve ça fou parce que c'est des gens qui sont en fait, c'est des gens, ils sont à la radio parce qu'ils sont journalistes, tu vois. Alors j'imagine qu'ils étaient journalistes parce que t'as aussi des présentateurs, mais oui, bosse ton sujet un minimum, quoi. Bah oui, voilà, ça en fait, genre juste tu bosses un petit peu ton sujet, t'écoutes, tu regardes, parce que moi genre c'est avant qu'on parle qu'on parle de l'épisode, etc., c'était pas forcément un sujet que j'avais un petit peu bûché ou quoi que ce soit. Juste en écoutant la parole des personnes concernées, bah tu sais un petit peu plus où tu vas, forcément tout de suite, quoi. Enfin, mais c'est clair. Mais après, bon. C'est très rare déjà qu'on leur donne la parole. Déjà, c'est bien qu'elle ait eu la parole et tout. À la radio, c'est très compliqué. Et ça reste, tu vois, de trouver des interviews à visage découvert de prostituées, etc. aujourd'hui, c'est dur. Franchement, il n'y en a pas 1 milliard, même sur YouTube et tout. Moi, j'essaye des fois de regarder, de chercher, pour parler à des meufs qui ont vécu peut-être ce que j'ai vécu et tout. Mais franchement, c'est dur à trouver, tu vois. Parce que je pense qu'il y a une peur aussi d'assumer pleinement. Est-ce que tu as l'impression que celles qui parlent le plus à visage découvert, c'est peut-être plus les personnes, enfin les TDS qui vont dire qu'elles sont là par choix? C'est une bonne question. C'est qu'en fait, tu vois, moi, si tu veux, j'ai été là par choix. Mais c'était un choix qui était un peu dirigé par des événements qui faisaient que j'avais pas le choix, finalement. Oui, mais là, je parle plus genre des femmes TDS qui disent qu'elles sont là par choix sans, tu vois... Qui vantent un peu une stratégie d'empowerment sur les hommes, etc., tu veux dire? Oui, voilà, où t'as pas ce facteur... qui peut être précarité ou traumatisme personnel, comme toi tu peux en parler, tu vois. Franchement, je sais pas. Je pense évidemment que si t'es là par choix,
c'est beaucoup plus facile pour toi d'en parler. Après, pour moi, c'est une activité, même si tu es 100% en accord avec toi-même, même si tu as choisi de faire ça parce que t'aimes ça, enfin, je mets quand même des guillemets, tu vois, ça reste quelque chose d'hyper dangereux. Donc, je trouve ça compliqué d'en parler parce que quand bien même t'aimes ça, quand même tu choisis de faire ça, tu sais jamais qui va sonner chez toi, qui va être là. bien sûr, Tu peux pas ça avoir reste cette dangereux, ouais. certitude-là. Donc, je pense que peut-être qu'elles vont avoir plus de facilité à en parler parce qu'elles ont moins honte. Ouais. Il y a une forme de... Il y a quand même... C'est une activité où voilà, tu vis quand même beaucoup dans la honte, dans la peur que ton entourage ou les autres l'apprennent, etc. Donc peut-être que elles, c'est leur façon de dire voilà, j'assume, donc j'en parle. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a un truc qui fait que en parler, ça leur donne peut-être l'impression que ce qu'elles font, c'est moins grave. Alors que c'est une activité, c'est grave de faire ça. Peu importe que, enfin, moi après c'est mon avis, mais que tu sois forcé ou que tu fasses ça par précarité, etc., ou que tu fasses ça parce que, je sais pas, tu te dis, voilà, il y a tout un pan du féminisme qui va te dire que c'est prendre l'argent aux hommes, c'est reprendre le pouvoir sur eux, etc. Moi je suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là. Mais il existe, donc je l'écoute, tu vois, je l'entends en vrai, mais je pense que c'est se voiler la face. Parce que moi aussi, j'ai eu ce discours-là au début, tu vois, les 6-7 premiers mois où j'étais là, mais non, c'est moi qui ai le pouvoir sur eux, etc. Non. C'est un peu de la survie de penser ça. Tu sais bien que quand ils arrivent, c'est pas toi qui as le pouvoir sur eux, quoi, tu vois. Par contre, de parler à visage découvert, pas forcément le fait de parler à visage découvert, mais plus d'en parler sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi, quand tu es encore dans cette activité, ça peut aussi permettre de faire communauté. Parce que quand comme toi tu faisais par exemple, quand tu es toute seule dans ton coin, tu fais ça chez toi, dans ce cas-là, tu es super isolée et tu le dis toi-même que c'est un boulot qui est super isolant parce que du coup, tu t'isoles aussi de ton entourage, etc. par honte et tout. Là, je me dis que peut-être là, ça permet peut-être de faire communauté et du coup, d'avoir d'autres personnes qui rentrent en contact avec toi parce qu'elles font la même activité et du coup, peut-être de se sentir moins seule. Et ben, tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai plein de contacts avec des meufs qui sont encore là-dedans ou qui veulent arrêter ou qui sont dedans mais qui sont pas à l'aise avec ça, etc. Ou qui sont à l'aise d'ailleurs. Mais à l'époque, j'aurais pas pu. En fait, à l'époque, on me l'a souvent demandé en interview, genre, est-ce que je parlais avec des nanas qui faisaient ça? Est-ce que je côtoyais d'autres escortes quand moi, j'étais escorte? Et en fait, non, parce que j'avais pas du tout envie. J'avais pas envie de savoir... Enfin, c'était peut-être égoïste, tu vois, mais moi, déjà, ce que je vivais, c'était dur. Et j'avais pas envie qu'on me mette, qu'on me rajoute une couche de ce qu'elles pouvaient vivre aussi de leur côté. J'avais pas envie d'entendre les rendez-vous clients de d'autres nanas. Et même encore maintenant, c'est dur pour moi, tu vois. J'ai souvent des petites nanas hyper jeunes qui viennent me parler parce que j'ai un Discord et tout où elles savent qu'elles peuvent déposer ce qu'elles veulent dessus. Des fois, elles viennent me parler en privé parce qu'elles subissent des agressions, des trucs comme ça. C'est encore hyper dur pour moi d'entendre ce qui se passe parce que moi, j'aurais tendance à vouloir prendre tout le monde et à leur dire venez, arrêtez et puis ça va aller, tu vois. Mais c'est encore hyper dur. Et à l'époque, je pense que je n'avais pas du tout envie de côtoyer ce milieu. Moi, c'était vraiment... je poste mon annonce, je fais mes rendez-vous. Quand le rendez-vous il est fini, je redeviens moi, tu vois. Mon nom d'escorte, c'était Lola. Personne m'a jamais posé cette question, alors que c'est un peu fun, tu vois. Je me disais pas que tu pouvais avoir un nom de... Et bah forcément... Alors que maintenant tu le dis, c'est évident que t'as pas envie d'associer ton vrai prénom par sécurité aussi. Pas forcément pour être dans le shaming et tout, mais plus par sécurité. Mais ça m'est jamais j'en ai eu plusieurs, tu vois. J'ai eu Lola au début pendant 1 an, après j'ai eu Ruby et tout. Et c'est vrai que quand mes Ruby, ça te va bien. C'est peut-être bizarre de dire ça. Tu peux, je vois pas la malveillance derrière. Okay. Je t'inquiète pas, tu vois. Mais c'est peut-être parce que t'as les cheveux rouges. Et tu vois, inconsciemment, je les avais pas à l'époque, mais je pense que, je sais pas, il y avait autant choisir un prénom que t'aimes bien, tu vois. Je peux pas m'appeler Gertrude ou. Bien sûr. Et quand je finissais les rendez-vous, je redevenais Thaïs. Tu vois, pour moi, c'était vraiment hop, ça y est, je me détape, je vais à la douche, je remets mon jogging et mes trucs, et puis je reprends ma petite vie où je l'ai laissé 2 heures avant le rendez-vous, tu vois. Donc, j'avais pas envie d'avoir affaire de près ou de loin avec ce milieu, quoi. Et tu penses pas que ça aurait pu t'aider parfois à des moments, je sais pas, de femmes qui vivent les mêmes choses que toi, tu vois?
Je pense que Je si t'en as sais, pas ressenti le besoin, je sais ouais. pas. En Ouais. vrai, ça aurait pu peut-être m'aider, mais ça aurait pu aussi peut-être m'engrainer à Mm. rester dedans. On sait pas, tu vois. Au tout début, quand j'ai lancé mon activité et que j'avais pas trop les codes, les termes, tu vois, Ouais. les mots, les trucs comme ça, j'ai contacté, j'ai pris, voilà, je me suis mis dans le point de vue d'un client, tu vois, et j'ai cherché une nana, voilà, j'ai fait vraiment au physique, quoi, à sa tête, et je l'ai contactée pour lui dire, voilà, écoute, je suis une fille, j'ai tel âge, je vais me lancer aussi, est-ce que t'as 2, 3 conseils et tout. Elle m'a renvoyé chez direct parce qu'au début, je pense qu'elle a cru que je me faisais passer, enfin, que j'étais un homme et Ok. que je mentais, etc. Je lui ai fait un vocal, du coup, sur WhatsApp et tout. Et là, du coup, elle m'a répondu sur 2, 3 trucs, tu vois, genre sur le fait qu'il y avait par exemple une plateforme avec une liste noire de numéros de téléphone qui était. Qui était C'était de bien jouer. et non, tu vois. Enfin, c'était des clients soi-disant malsains, voilà, des mecs à ne pas côtoyer. Mais enfin, même moi, j'ai eu, je crois, pendant cette activité, 7 ou 8 numéros de téléphone différents, tu vois. Donc, Oui. tu peux me dire le lundi que ce numéro de téléphone, il va t'appeler et ça va être un connard. Il va changer de numéro, ce sera toujours le même connard la semaine prochaine, tu vois. Oui. Mais il y avait des petits tips comme ça que je lui disais, mais pourquoi tout le monde parle en rose? Genre, pourquoi on parle en rose? En fait, tu peux pas dire euro. Donc, tu parles en rose. Genre, j'étais là en Ah, mode, mais parce qu'au début, un peu à des conne, bars. je voyais 200 roses. J'étais là. Donc, en fait, la meuf, elle veut pas se faire payer. Elle veut juste 200 roses. J'étais là, mais c'est complètement. C'est Mais con, même tu sur vois. des sites, parce que. Ouais. Surtout sur les sites, en fait. Je peux pas du tout. Faut pas du tout qu'on sente qu'il y a de l'argent derrière. Parce que, bon, déjà, les sites sont pas hébergés en France. Hein, c'est des trucs hébergés Ouais. au Pita ou Schnock, là. Ouais. Et il faut pas qu'on sente qu'il y ait. C'est du trafic d'êtres humains, un peu, tu vois. Mm. Donc, le proxénétisme, etc. Donc, on parle en rose pour pas parler en euros. Est-ce qu'on t'a beaucoup posé la question de combien tu gagnais? Je te pose pas la Ouais. question combien tu gagnais, je te demande si. Ouais, il y a un gros fantasme autour de Ouais. ça et je vais le débunker direct parce que il y a vraiment, en fait, dans la tête des gens, ils ont vraiment l'image des escortes de luxe à Dubaï. Mais parce que le terme escorte, il appelle pas déjà du tout la même chose que la Ouais, c'est prostitution. pareil, hein. Moi, Oui, je c'est dis, pareil, mais je trouve pour que moi, ça. c'est pareil, tu vois. Dans l'image, dans mon imaginaire, et j'imagine Ouais, que ouais. c'est un peu le truc commun, c'est Mhm. escorte, tu t'imagines que il n'y a pas forcément du sexe derrière. Escorte, je trouve Alors que que si, hein. oui, mais t'as l'impression que c'est plus en mode genre t'accompagnes des Ouais, hommes. t'escortes, quoi, finalement. Oui, voilà, vraiment. Mais je pense que c'est juste le mot 2.0 qu'on a mis au goût du jour, tu vois. Mm. Genre, on pourrait continuer de dire prostituée. Après, moi, tu vois, je l'utilise parce que sur les réseaux sociaux, je suis moins ban quand j'utilise le mot escorte que quand j'utilise le mot prostituée. Donc après, c'est des petits trucs comme ça. Mais je pourrais dire prostituée au même titre que je dis escorte, c'est pareil. Ouais. L'escorte a une vision un peu luxe, mais les gens sont hyper naïfs. Enfin, c'est hyper naïf de croire que Papy René, là, 65 ans, il va aller chercher sur Internet une petite minette de 20 piges, il va l'amener au resto, il va lui acheter un sac, et puis c'est tout. Derrière, il va lui dire rentre chez toi, merci pour le resto, c'était sympa. Pas du tout, ils attendent un truc derrière. Bah T'as oui. forcément, tu vas forcément monter dans une chambre d'hôtel, il va forcément se passer un truc Oui, sexuel, oui. tu vois. Donc les gens ont déjà cette image-là, et il y a ce truc de... alors, je vais parler pour mon cas parce qu'il y a des nanas qui gagnent vraiment énormément d'argent en étant escorte. Mais il faut partir du principe que c'est aussi ce que ton corps est capable de faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais ce... Et je conçois que vraiment, je suis un peu un alien dans ce milieu-là, tu vois. Mais moi, par exemple, je ne dépassais pas un rendez-vous par jour. Il y a eu des fois, vraiment, en galère d'oseille, j'en ai pris 2 dans la même journée. Mais sinon, mon corps... déjà psychologiquement, la préparation et tout, j'arrivais pas à me dire que j'allais en avoir 2, tu vois. Donc je faisais un rendez-vous par jour. À peu près, on va le dire, voilà, c'est 200 € une heure, tu vois, à peu près. Bon, bah, fais le calcul au max de combien tu peux gagner par semaine. Oui, c'est bien, mais moi, tu vois, par exemple, je voulais passer mes week-ends avec mes potes, donc bah, j'en prenais pas le week-end, ou alors de temps en temps le dimanche, mais c'était très rare. Donc t'arrives pas à des sommes extravagantes, tu vois. Moi, je faisais pas ça pour me payer des sacs de luxe, des soirées de luxe, des restos, des machins. Je faisais ça vraiment pour subvenir à mes besoins. J'avais pas du tout une vie hyper ostentatoire ou quoi. Donc faut arrêter de croire qu'une escorte gagne automatiquement 10 000 € par mois. Pas du tout. Il y en a, mais c'est vraiment une minorité, hein. La plupart, il y en a qui sont au SMIC, il y en a qui sont à moins, il y en a qui vont gagner peut-être 2 à 3 000 € par mois. C'est déjà, Oui, c'est puis de déjà toute bien, façon, tu vois. en vrai, je trouve que parler d'argent, ça n'a pas particulièrement de sens. Dans les médias un peu plus mainstream et en vrai, dans des interviews qui datent,
quand même, genre qui ont moins 10 ans, Ok. quand même à noter. Les journalistes posaient souvent la question de mais combien tu gagnes, tu sais, genre un peu comme si Ça le allait fait... excuser. Ouais, pas forcément, ou si ça rendait l'acte un peu moins douloureux, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. ouais. Et ça se ressent même dans la demande des clients. Quand eux te proposent donc je sais pas, pour des pratiques un petit peu dégradantes ou des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui te proposent 500 €, que tu dis non, et qui vont te dire bon bah alors 800, bon bah, et que tu dis non, et qui vont monter jusqu'à 1000. Moi je suis montée jusqu'à 5000 € une fois sur un mec qui voulait des trucs bizarroïdes là, et qui m'envoyait des messages toutes les semaines pour savoir si j'avais changé d'avis, etc. Et en fait, faut comprendre que normalement, après, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais quand tu es sûr de toi, quand tu as certaines valeurs, certains principes que tu veux pas dépasser, etc., c'est pas parce que tu vas me rajouter 300 balles ou 500 balles la semaine prochaine que je vais dire oui, tu vois. La pratique, elle est dégradante de la même manière qu'elle soit faite à 200 € ou à 1500 €, tu vois. Oui, en fait, c'est un peu... Mais le fait d'augmenter le prix aussi, ça c'est un peu profiter de la précarité, Bah, ouais, c'est clair. des femmes qui peuvent faire ça en disant genre bah de toute façon t'es dans la merde, donc plus j'augmente Plus je risque de dire oui. oui. Ouais. Ouais, exactement. C'est une grosse intro. C'est l'intro là encore? Bah je sais pas, en vrai, genre est-ce que y a une petite histoire, genre je sais pas, un cafard, j'ai pas forcément envie de enfin tu vois, tu racontes l'histoire que t'as envie de raconter, c'est pas forcément que ça soit la pire histoire non plus, tu vois. Genre juste une histoire de cafard pour rester un peu dans la thématique du podcast, et après on abordera le sujet, le sujet. Un cafard, alors. Ouais. On va partir sur un cafard pas trop hard. Oui, non, juste un cafard, un bolos, tu vois. Ouais, genre vas-y. un cafard bolos. Ouais. Moi, j'avais beaucoup de soucis d'hygiène avec les clients. Ça m'étonne tellement dingue, pas. Ouais. Je trouve ça dingue que ce soit un date Tinder ou un rendez-vous avec une escorte, je trouve ça dingue que tu te dises pas avant de venir un minimum, faut que je sois propre. Ouais. Tu vois. Du sgeg, au moins. Ouais, au moins. Bah, ouais, ou ouais. en l'occurrence, quand t'étais sale du sgeg, t'étais souvent sale de partout. Hein. Oui, c'est clair. Tu vas pas juste te laver le sgeg, tu vois. Et une fois, vraiment, j'ai eu un cas d'un mec qui est arrivé. Bon, déjà, parce qu'il faut quand même se forcer et s'apprêter à avoir des hommes qui ne t'attirent pas. Des fois, tu as des bonnes surprises, mais ça reste quand même forcé. Mais des fois, tu as vraiment des mecs, tu te dis, oh waouh, ok, va falloir vraiment faire l'actrice, tu vois. Et une fois, il y a un mec qui arrive et tout. Et déjà, j'étais sympa parce que je leur disais, ouais, si vous voulez prendre une douche, genre ma douche est à dispo, tu vois. J'avais des serviettes, je leur lavais des serviettes et tout. J'allais à la laverie faire des tours pour leur laver des serviettes, etc. Donc, si vous voulez prendre une douche, vraiment, vas-y, quoi, fonce, tu vois. J'ai du gel douche, j'ai du savon, vas-y, lave-toi, tu vois. Et il arrive et tout, et je sens bien le col un peu transpirant, je sens l'odeur de transpi, etc. Donc, direct, je lui dis, tu veux prendre une douche? Enfin, ça me dérange pas, tu vois. Il me dit, ah non, parce que ça va me faire perdre du temps. Parce que 1 heure, c'est 1 heure, mais t'as 5 minutes pour te laver quand même. Je vais pas te foutre à la porte, t'inquiète pas, tu vois. Et là, le mec me dit non et tout. Et j'étais même pas à côté de lui, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être, je sais pas, j'étais encore plus loin que toi, tu vois. Il était peut-être à 5 mètres de moi, que je sentais déjà les odeurs, tu vois. Et plus il enlevait des couches, donc la veste, la chemise, le pantalon, plus il enlevait des couches, plus je sentais les odeurs, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, ça va être très, très dur. Ça va être très, très dur. Et on commence ce qu'on devait faire, etc. Et quand tu es escorte, tu as des petites techniques, tu vois. Tu as des positions qui te coûtent moins que d'autres, qui sont, tu vois, une levrette va être plus facilement... t'as pas besoin de le regarder dans les yeux, t'as pas besoin d'être collé corps à corps, tu vois, c'est plus sympa. Et là, lui, bah non, il se met dans un missionnaire, machin. Oh là là, je me dis, ça va être horrible. Et là, il enlève son caleçon. Et là, je me dis, oh waouh, il y a un problème. Je me dis, il est allé aux toilettes avant de venir, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois. Là, il enlève son caleçon et genre, j'étais sur le lit, tu vois. Là, je le vois par terre comme ça et là, je vois une giga trace dans le caleçon, tu vois. Ta gueule. Donc déjà, moi, j'ai le réflexe vomitif hyper facile, tu vois. Donc je me dis, ok, concentre-toi, normalement cette partie-là, tu devrais pas l'avoir ni la toucher, donc concentre-toi, tu vois. Et là, en fait, on commence et c'était abominable. En fait, il me goûtait sa transpiration dessus et carrément, sa transpiration arrivait dans mes yeux et ça me brûlait les yeux, tu vois, parce que ça brûle la transpi, tu vois. Et genre là, j'étais là, mais je sentais une odeur mais de malade.
Euh, il est parti, ce mec. J'étais, genre, je me sentais, hyper sale et tout. Genre, même mon appart et tout, les draps, les machins, l'odeur et tout. Tellement sale que 2 jours après, j'ai une pote qui est venue chez moi. Je lui ai dit, meuf, tu sens qu'il y a encore une odeur et tout? Parce que moi, je sens qu'il y a encore une odeur. Elle me fait, ouais, il y a encore une odeur. Le mec avait pourri mon appart, quoi, tu vois. Mais dans ces moments-là, tu peux pas les obliger, alors non. C'est compliqué. En fait, tu peux pas avoir ce truc d'hyper autoritaire sur eux. Genre, en mode, je vais pas lui dire, si, tu vas à la douche, tu vois. Genre, en mode, ils vont te dire, bizarre, tu vois. Puis tu sais pas comment ils peuvent le prendre. Ouais. Il y a des mecs qui peuvent très vite s'énerver. T'en as, c'est spécial, tu vois. Et donc, après, ce mec, je mettais sur mon annonce, ouais, hygiène irréprochable demandée. Je me garde le droit de refuser ou de décaler le rendez-vous si l'hygiène n'est pas propre. Et encore une fois, je te mets la douche à disposition. C'est pas non plus, t'as pas non plus un truc de ouf à faire, quoi, tu vois. T'as juste à prendre une douche. Et il y en avait, franchement, qui le faisaient. J'avais des clients qui étaient très gentils et qui le faisaient sans... Enfin, c'était normal, en fait, tu vois. Genre, j'avais un client, il finissait le taf. Tu prends ton métro, t'es au taf depuis 8h et tout, t'as transpiré dans ton costume, t'arrives chez moi, il est 18h, normal, tu te laves en fait. Genre, oui. c'est logique, tu vois. Respect de l'autre, Et quoi. lui, vraiment, ce cafard de merde là, il puait, il était moche comme un pou. C'était horrible. Ouais, ça, c'est vraiment du coup la définition du cafard, quoi. C'est vraiment genre le nuisible qui sent mauvais, quoi. Ouais, grave. Un vrai cafard, tu vois. Même un cafard sent meilleur que lui, je suis sûre. Ouais, je suis pas sûre. Donc, et il y en avait plein comme ça. Ouais. T'en avais un, une fois, il vient me voir un lundi et on fait le rendez-vous. Pas fan de l'hygiène, mais je me suis dit, ça reste un mec, vas-y, il fera mieux la prochaine fois et tout. Et il reprend rendez-vous 3 jours après. Et là, je vois, c'est le même caleçon. Il y avait des motifs et tout dessus, tu vois. Je me dis, impossible. Impossible, t'as fait une machine. La probabilité, parce que moi, je suis folle. Impossible, t'as fait une machine, entre-temps, et t'as remis pile poil le même. Impossible. Donc, je suis sûre, il a mis On espère qu'il aimait beaucoup ce caleçon. Non, et que du coup, il en avait plusieurs. Je suis sûre, il l'avait pas lavé. C'est assez courant, que ça soit dans le dating ou que ça soit dans l'escorting, où les hommes ne prennent pas soin d'eux globalement et qu'il y a un problème d'hygiène, quoi. C'est encore une façon de manquer de respect aux femmes, tu vois, parce que regarde, nous, comment on va s'apprêter. Bon, je dis pas que, voilà, nous, on se tire un peu à 4 épingles, etc. Ça dépend les meufs, tu vois. Mais eux, ils pensent même pas à nous. C'est-à-dire que nous, on va penser au mec, à vouloir lui faire plaisir, avec, je sais pas, à se maquiller, à se faire des boucles, à s'habiller, à mettre du parfum, etc. Eux, ils en ont rien à péter. Ils vont te mettre un coup de déo si t'es gentil. Et encore, c'est compliqué. Mais parce qu'en fait, ils partent tellement du principe que notre amour, il est déjà conquis. Il est déjà acquis. Qu'ils n'ont pas besoin. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font pas d'efforts aussi, tu vois. Et là, c'est vraiment global à la masculinité, enfin aux hommes, mais pas forcément que dans l'escorting et tout. Ouais, c'est clair. Et ça se voit aussi dans le dating, c'est que genre ils sont tellement confiants sur le fait que notre amour est déjà acquis pour eux, qu'ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Et en vrai, c'est pour ça qu'il y a aussi tellement d'inégalités en fait dans le dating hétérosexuel, quoi. Ok, du coup, petit cafard puant, quoi. Cafard puant, ouais. Gros cafard puant, ouais. Non, après, ouais, t'en as plein des cafards dans cette activité, tu vois. Moi, je pars du principe où... Enfin, tu vois, j'avais un grand débat il y a quelques temps avec une pote et j'en ai fait un post d'ailleurs sur le fait de est-ce que je pensais qu'un homme qui allait voir une prostituée était obligatoirement mauvais. Donc, dans ton cas, genre, est-ce que c'est un cafard s'il va voir une escorte, tu vois? Moi, ma conclusion, c'est oui. Après, je dis pas que tous les clients que j'ai eus étaient des hommes foncièrement mauvais, mais il y a quand même un petit red flag de savoir, enfin, tu vois, mon mec m'aurait dit, je lui ai demandé, hein, quand on s'est mis ensemble, je lui ai dit, mais toi, t'es déjà, tu sais, je n'osais même pas dire les phrases, tu vois, je lui ai dit, t'es déjà allé voir une escorte et tout, tu sens bien qu'il y a des hommes que ça va dégoûter, que jamais ils penseront à ça, aussi parce qu'ils veulent pas faire subir ça à une femme, et aussi parce qu'eux considèrent qu'ils n'ont pas à payer un rapport sexuel. C'est quand même très spécial, tu vois, ce truc de faire la démarche de se dire, je vais me payer une meuf, enfin, je vais me payer un rapport, tu vois.
Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, un homme qui consomme des prostituées, et franchement, dans mes clients, j'en avais, mais qui me disaient genre oh bah j'ai l'habitude, hein, tu dois être la 50e. Enfin, il y en avait qu'on avait déjà connu, mais peut-être 100, 150 dans leur life, tu vois, qui faisaient ça. Ils avaient 60 piges, ils faisaient ça depuis qu'ils en avaient C'était hyper 30, normalisé, tu quoi. vois. Ouais. Ils en avaient une chaque semaine. Enfin, des fois, oh bah t'es plus sympa que celle de la semaine dernière. Oh, waouh. Tu vois, t'es là en mode ok. Tout l'argent qui n'ira pas à leur fille, putain. Exactement. Et combien de fois, oh bah j'ai une fille du même âge que toi, etc. Ça va pas la tête de Et, dire ça. et c'est genre tellement problématique parce que c'est quoi ta vision de ta fille? Si t'es capable, enfin, qu'est-ce que tu penses? Comment tu la regardes, ta fille, si t'es capable d'aller coucher avec des meufs qui ont le même âge qu'elle, tu vois? Moi, mon daron, il serait incapable de faire ça. Mais bien Et sûr. quand mon daron a été au courant d'ailleurs de ce que je faisais, il était dégoûté et il me disait mais ces gros porcs, mais comment ils peuvent faire ça, mais machin et tout, mais tu te rends pas compte, machin. Et il avait raison parce que il connaît le vice de certains hommes, tu vois. Et comment tu peux me dire que j'ai l'âge de ta fille et après tu vas rentrer le soir, tu vas te mettre au lit avec ta femme, tu vas manger avec ta fille et tu vas te dire que dans la journée, t'as baisé avec une meuf qui avait le même âge qu'elle. C'est abominable. C'est vraiment des trucs qu'il faut garder pour soi, quoi. Enfin, en fait, c'est genre comme. Enfin, je trouve que ça montre à quel point ils normalisent. Ouais, ils normalisent grave. Le fait de coucher avec une femme plus jeune. Enfin, moi, genre, tes stories que t'as mis ce matin, je les ai trouvées très bien. Déjà parce que je suis super d'accord avec toi et parce que je trouve que genre t'abordes vraiment genre tous les sujets autour de la différence d'âge qui est genre giga problématique, tu vois. Mais parce que moi, tu vois, avant de commencer tout ça, je pense d'ailleurs que si j'avais pas côtoyé autant d'hommes vieux, clairement, on va se le dire, avant l'escorting, je serais peut-être pas rentrée dans cette activité. Parce que je pense que pour une femme de notre âge, tu vois, coucher avec un mec de 70 ans, par exemple, c'est quand même une épreuve. Tu vois, faut quand même se rendre compte que c'est une sexualité que tu appréhendes vraiment d'une manière différente qu'avec un homme de notre âge ou à 10 ans à peu près où tu sens que c'est pareil, tu vois. Le corps est pas pareil, la sexualité est pas pareille, etc. Et moi, j'ai côtoyé beaucoup d'hommes en dating avant, entre 40 et 60 ans, tu vois. Et je les connais. Et avec le recul, moi, je me sens conne et je me sens mais hyper naïve de pas... Enfin, tu vois, c'est pas un cliché, hein, ce truc de quand on te dit « Ouais, t'es tellement mature pour ton âge. Moi, toute ma vie, je l'ai vécu, tu vois. Toute ma vie, j'avais l'impression que s'ils me donnaient l'heure, c'était parce que j'arrivais à tenir des discussions avec eux, etc. Non, c'est parce qu'ils arrivaient juste pas à avoir des nanas de leur âge. Parce que les nanas de leur âge, je les trouvais déjà problématiques ou cons ou trop de charge mentale pour elles, etc. Je sortais des fois avec des mecs qui étaient divorcés, qui avaient 2 enfants. Même moi, des fois, je leur disais, mais c'est l'anniversaire de ta fille demain et t'as pas fait de cadeau. Enfin, je sais pas, tu vois. Ou des fois, je devais faire des dates avec eux et ils mettaient en plan les sorties d'école pour aller en date. Et genre, j'étais là en mode, bah... Enfin, non, en fait, moi, je vais pas accepter que tu plantes ta gamine qui a 7 ans pour venir en date avec moi, alors que t'as dit à sa mère que t'allais aller la chercher, en fait. Enfin, on est où, tu vois? Sur la tête. Et tous ces hommes-là, franchement, je les ai bien travaillés, je les connais, tu vois. Et il y a vraiment ce truc de toujours plus jeune, de ce culte de la jeunesse, ce truc de manipulation. T'es hyper malléable hein, quand t'as 20 sûr. ans. C'est ça qu'ils aiment, hein. Ouais. Et encore, moi, je me considérais comme une gamine. Enfin, quand j'avais 18, 19, 20 ans, je me considérais quand même déjà comme quelqu'un avec du caractère. J'avais l'impression d'avoir du caractère, de pas me laisser faire, de pas être si manipulable que ça. Alors qu'en fait, tu vois, pendant un temps, j'avais une relation avec un mec qui avait 60 piges, que j'admirais beaucoup, que j'aimais beaucoup, etc. C'est le mec dont tu m'as parlé? Ouais. Et c'était un peu une resta, mais on terrasse. Mais en vrai, là, il y a un truc aussi... de l'admiration. Moi, pour moi, le fait que ce soit un homme connu, ça rajoute un facteur dans l'acte de domination. Ouais. Enfin, là, tu vois, maintenant, c'est le grand mot, c'est l'emprise coercitive. Ouais, exactement. Ouais. Et il y avait ce truc où il m'envoyait des messages à 4 heures. Il me disait, bah, je t'envoie un Uber, tu viens chez moi. Ok. Genre, je suis en train de dormir, il me réveille. Des fois, il m'appelait 5, 6, 8 fois. Il faisait sonner mon tel et tout. Et des fois, je dormais avec des potes et elle me disait « Oh,
tu veux pas lui dire de fermer sa gueule à lui, Ouais. là, il m'a Non, mais appelé, c'est tu vraiment vois. genre partir du principe que t'as à sa disposition, quoi. Ouais. Puis le fait d'appeler, tu vois, parce que tu peux essayer d'appeler une fois et se dire, bon, bah tant pis, Ah elle non, dort. non, il C'est voulait, pas grave. donc il allait avoir, Bah tu oui, non, vois. mais c'est tellement grave. Et après, ils essayent de te faire, tu vois, sous prétexte qu'ils vont te payer un petit resto, ils vont te faire une balade, ou ils vont, je sais pas, te complimenter sur un truc que t'as fait ou quoi, ou ils vont t'aider vite fait pour un truc. Tu vas te dire, ah ouais, il m'aime bien, machin et tout. Alors que non, il veut juste ton cul et il est prêt à tout pour l'avoir au moment où lui, il l'a décidé. Parce que quand bien même moi, au pire, j'aurais eu une envie, je me serais dit à 2h du mat, tiens, moi aussi, là, j'ai envie de lui, etc. Bon, j'aurais pu aller me brosser, je pense, tu vois. Bah oui, c'est que c'est lui uniquement quand il veut, quoi. Ouais. Et donc, il y a vraiment ce truc où ils pensent que les femmes plus jeunes sont à leur merci. Ils manquent cruellement d'humilité à 50 balais de croire qu'on est à leurs pieds, qu'ils peuvent avoir une petite minette comme ça hyper facilement, etc. Alors que nous, il y a cette vision de la femme où on va se dire, vas-y, nous, à partir de 40, 50 ans, on a l'étiquette d'être périmé, etc. Alors que eux, justement, ils sont dans le bel âge, tu vois. Ah oui, c'est vraiment le bon vin, quoi. Et ils le savent. Et ils le savent très très bien. Quand tu vas en club libertin, tu vois bien que la plupart des couples, et avec leur recul, moi j'ai honte de ça, tu vois bien qu'on était toutes là à avoir 20-25 ans et avec nos darons de 50 balais là, et ça choquait personne. C'est que les mecs de 50 balais qui veulent aller dans les clubs libertins. Je pense que notre génération à nous, les hommes de notre génération à nous, Ouais. vont être moins chauds parce que il y a peut-être ça peut être hyper paradoxal ce que je vais dire, mais je le pense quand même. Je pense qu'il y a un peu de pudeur dans le sens où faut quand même avoir des couilles pour baiser devant toute une salle, tu vois. Et ils ont un peu plus d'ego, et je pense qu'ils ont aussi peur de la performance. Et moi, je l'ai beaucoup vu en couchant, par exemple, avec des mecs de 50 balais. C'est vrai qu'ils se posent pas cette question de la performance, de machin. Alors que les mecs de notre âge, pas tous, hein, mais vont avoir tendance à se mettre la pression, à vouloir donner, à te sortir une perf de malade, etc. Parce qu'ils fréquentent pas les mêmes femmes aussi, parce que je pense que nous, ils sont en face d'eux, si pour ceux qui, en tout cas, qui ont des femmes de leur âge, et même en fait les plus jeunes générations qui sont maintenant quand même qui sont des générations qui ont grandi, qui ont évolué post-MeToo, et n'empêche que ça fait pas du tout les mêmes nanas que t'as en face de toi, parce que on est quand même... non mais c'est clair. Tu vois, genre dater une meuf comme, je sais pas, celles qui sont un peu plus âgées, ou nos darons, etc., qui n'ont pas du tout grandi avec ça, et donc qui sont complètement genre qui peuvent être complètement sous la joute des hommes sans s'être jamais questionnés sur leur relation à l'homme, etc., alors que nous, en fait, on questionne tout. Donc en fait, genre, et surtout que on est consciente de la virilité toxique qu'apporte le patriarcat, et du coup qui demande ces injonctions à la performance sexuelle, etc. Mais en fait, nous aussi, on a tellement d'injonctions qui sont tellement violentes que personnellement, j'adore m'amuser de ça aussi, tu vois. Donc, il n'y a pas les mêmes... c'est pas du tout les mêmes pressions, ils ne fréquentent pas les mêmes femmes, quoi. C'est clair. Ces mecs-là, ils jouent tellement sur le besoin patriarcal que les femmes ont d'être validées par les mecs, d'être la meuf choisie. Parce qu'en fait, ils jouent grave ce truc en mode genre, bon, bah, si ça sera pas toi, ce sera une autre. Et du coup, t'es en mode genre, ouais, faut que ce soit surtout moi. pas une autre, mais surtout pas une autre, quoi, parce que ça te fait un peu genre dégringoler, genre comme si en fait l'estime d'un homme valait plus que ton estime de toi pour toi-même. Ouais, mais c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, parce que oui. encore une fois, la validation masculine, la quête de ça, etc. Bah oui, non, mais ils en jouissent trop, c'est terrible, quoi. Et quand t'arrives, je trouve que quand t'arrives à un moment où en tant que femme t'arrives complètement à te défaire de ça, de la validation masculine, je trouve que c'est tout un pan de ta vie qui va changer. Enfin, tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment mon mec qui m'a aidée à ça, où je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de me forcer à être quelqu'un que je suis pas, ou que j'avais pas besoin de me forcer à quoi que ce soit, d'ailleurs, tout court, tu vois, où on m'aimait vraiment comme je suis, avec mes défauts, mes qualités, etc. Et que je ne cherche pas à ce qu'ils me disent t'es belle, c'est bien, bravo, fais ci, fais ça, viens avec moi, machin et tout. En fait, le fait d'être... Quand t'arrêtes ce truc de courir après la validation des hommes,
franchement, la vie de ma mère, que c'est toute ta vie qui change et toute ta vision toute ta construction, parce que depuis que Ouais. t'es toute petite, toute ta vie, en fait, Ouais. on a appris aux filles à chercher cette validation-là, alors que eux, Ils en ont rien à foutre. Donc nous, on nous a jamais appris on s'en foutait de la validation des mecs, tu vois. Moi, si j'ai une fille, je l'éduquerai, mais tellement pas comme ça. Je dirais, mais on s'en fout. Ouais. Quoi. Et c'est pour ça que si on veut revenir au sujet de la vidéo, enfin du podcast de l'escorting, moi, ça me fait beaucoup rire le fait que y ait énormément d'hommes qui soient consommateurs de ça, des escortes, des prostituées, etc. Mais par contre, quand tu as le malheur d'en parler, de faire des interviews, de dire que tu fais ça, etc., ils sont tous en mode « Ah non, mais quoi ?» Bon, du coup, ils te traitent de grosses putes. Bon, bah forcément, Bah oui. pour le coup, qu'est-ce que tu veux leur Bah dire oui. Bah ok, ok Jean-Jacques, tu vois. Mm. Mais c'est les premiers à consommer ça. Bah Et oui. ils sont encore dans leur hypocrisie. C'est tout le temps de l'hypocrisie, de l'hypocrisie, de l'hypocrisie. Et c'est ça qui est hyper fatigant, tu vois. Moi, je suis intimement convaincue que la plupart des mecs qui m'envoient des trucs un peu de haters et tout, C'est des parce qu'ils consommateurs. consomment, Mais bien ouais. sûr, parce qu'ils savent. Mm. Parce qu'on touche leur petit ego et parce qu'ils savent que tu le sais au fond de toi, en tant qu'homme, même si t'es pas le plus fut-fut de la terre, que ce que tu fais quand tu vas payer une nana pour coucher avec toi, c'est pas un truc de foufou. Bah, Tu le oui. sais, tu vois. Et Mm. t'en es pas fier. Et je pense qu'il y en a qui s'en mordent les doigts, tu vois. Mais j'ai l'impression, dis-moi si j'ai tort, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux profils. Du mec un peu jeune, riche, c'est un peu fougueux, et t'as le profil du mec qui veut faire des nouvelles expériences. C'est un truc un peu valorisé. La sortie vraiment entre gars et se dire ah ouais vas-y on va aller coucher avec une prostituée. Et t'as une autre catégorie genre de mecs, et t'en parles dans ton épisode, tu te demandes si les hommes qui consomment sont forcément mauvais. Où en fait il y a énormément de solitude derrière, et de manque d'affection et de honte. Alors, oui, globalement, tu as raison. De mon point de vue, en tout cas des clients que j'ai eus, je pense que la plupart vivaient vraiment ça solo. C'est-à-dire que des fois, j'en avais vraiment des jeunes, etc., qui me disaient, ouais, après, je dois aller faire un foot avec mes potes, etc. Ils savent pas que je suis là. Je leur disais, ah ouais, vous en parlez pas entre vous et tout. Ils disaient, ah bah, t'es folle et tout. Non, bien sûr que non, on n'en parle pas. J'ai pas envie de dire ça à mes potes. Donc, il y avait quand même ce truc de... En fait, ça dépend. Soit tu vois le truc dans le mode, ouais, regardez les gars, moi je vais aller poser mon billet, je vais aller me taper une pute et tout. Et après, t'as ce truc de, putain les gars, moi si je paye pas, je peux pas baiser en fait. Donc tu vois, il y a cette honte-là. Ouais. Donc après, c'est sûr que c'est des profils différents. Et après, t'as vraiment... le mec en misère sexuelle, qui est pas beau, qui sait pas y faire avec les femmes, qui est pas bavard, qui n'a pas d'autre solution entre guillemets que ça. Moi je pense qu'en vrai ils en ont d'autres, c'est juste qu'ils se mettent pas de coup de pied au cul. Enfin, au bout d'un moment, regarde les gars que tu vois dans L'amour est dans le pré, désolé, c'est horrible pour eux de les prendre en exemple, mais bon, des fois ils sont vraiment pas fin quoi. Ils arrivent à trouver l'amour aussi. Moi c'est un peu niais de dire ça, mais je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui nous attend quelque part, peu importe. Moi, à part si c'est vraiment un gros connard, voilà. Mais en général, les gros connards, ils arrivent à trouver. Hein. Mais tout le monde peut trouver chaussure à son pied, tu vois. Donc, il y en a aussi, ils s'autocomplaisent dans ce truc de non, mais de toute façon, c'est comme les mecs sur les applications de rencontre. Non, mais moi, de toute façon, j'ai pas de match, je plais pas, les femmes, c'est des putes. Mais en fait, tu genre, vois juste travaille sur toi aussi, parce que il y a un côté quand même très lâche, et chez les hommes, où en fait, ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas courageux, ou ils sont un peu en mode. En fait, travaille sur toi-même. Mais tu sais quoi, genre moi dans mes clients, j'ai eu cette question du courage où il y en a plein qui arrivaient hyper stressés, genre très 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 stressés, et 2-3 fois on m'a dit ça m'a demandé beaucoup de courage de prendre rendez-vous avec toi et tout. Genre le fais pas, c'est pas une question de vie ou de mort, tu vois. Il y en avait qui arrivaient, tu avais l'impression que c'était moi limite qui les avait forcés, et qu'ils étaient pas là de leur plein gré et tout. Et une fois il y en a un ou deux avec qui j'ai pas pu avoir de rapport, parce que moi j'avais l'impression qu'ils étaient pas consentants, quoi. Genre moi je ne te force pas en fait, mec. Si tu veux partir, libre à toi, tu vois. Il y en avait qui étaient là en mode non mais je vais pas y arriver, mais te force pas, tu vois. C'est un truc de ouf, tu vois. Et donc je pense qu'il y en a qui considèrent qu'il faut beaucoup de courage pour aller voir une prostituée. Et que malheureusement c'est de faire un profil type du client type, c'est impossible. Moi, si je devais te mettre, par exemple, si je dois aller en 3 catégories, un peu tout résumer, parce qu'on peut pas tous les mettre dans ces cases-là, bien sûr. je dirais que la première catégorie, et celle que j'ai eu le plus, c'est vraiment
l'homme travailleur marié qui n'a pas le temps d'avoir une maîtresse vraiment voilà, sans le financier, tu vois, qui est vraiment pas heureux sexuellement avec sa femme et qui a besoin de sa petite parenthèse une fois par semaine pour ne pas divorcer. Donc, Ok. t'avais vraiment ce mec-là. Après, t'as le mec jeune qui est un peu matrixé par la construction de sa carrière, mais je pense que ça, c'était aussi beaucoup le fait d'être sur Paris. Je pense qu'en vrai, ils étaient un peu... Je pense que ce serait intéressant de savoir comment ça se passe, parce que je pense que l'escorting en milieu rural, etc., je pense que c'est encore différent, vraiment. Et moi, j'avais cette catégorie-là de mecs, dont un avec qui j'ai relationné pendant très longtemps, pendant toute mon activité d'ailleurs, où il me disait mais non, mais moi en fait si j'ai pris rendez-vous avec toi la première fois, parce que malheureusement après on est humain, on s'attache, c'est parce qu'en fait je n'ai pas le temps et l'envie de m'attacher, enfin de laisser entrer une femme dans ma vie, c'est-à-dire gratuitement, tu vois. Non, mais ils sont fous. Je suis désolée, mais ça a pas la tête. Mais... Et leur carrière, voilà, c'était lui, son discours, c'était voilà, moi, c'est ma carrière, ma priorité. Je suis un homme, donc de temps en temps, il faut que je baise. Donc bah, t'es là, quoi. Mais est-ce qu'ils se rendent... Je pense qu'ils se rendent pas compte parce qu'ils sont absolument débiles. Mais genre, est-ce qu'ils se rendent compte, genre, de l'impact... Enfin, genre, vraiment, tout ce qu'ils disent là, tout ce que tu racontes, c'est vraiment juste l'impact du patriarcat et genre l'incapacité des hommes à juste relationner émotionnellement avec des femmes. Ouais, les émotions leur font très peur. Moi, c'est vraiment ce que ça m'a C'est je le savais avant, tu vois. Mais cette peur de l'émotion, cette peur de l'engagement, j'en parle même pas. Cette peur... Enfin, on dirait que, tu vois, relationner avec une femme, ou même ne serait-ce que tomber amoureux, ou même aimer, etc., on dirait que c'est... je sais pas, que t'arrives, tu mets les pieds dans l'enfer, tu vois. Ils ont un problème avec ça, parce que je pense que ils ont tous voilà, des blessures qu'ils n'ont jamais réussi à régler. Nous, on va être les femmes vont, voilà, on est plus dans l'émotionnel, on va être plus dans le fait de se renseigner. On va chercher à apprendre sur nous-mêmes, d'où on vient, qui on est, pourquoi là on ressent telle émotion, tel sentiment, alors que là on va ressentir ça. Oui, parce qu'on est socialisés comme ça. Alors les hommes ont les mêmes capacités, hein, quand ils grandissent, ils ont les mêmes capacités à le faire. Mais ils vont pas le faire parce que pour eux, regarde comment, par exemple, aller chez le psy. Nous entre meufs limite on valorise ça, on trouve ça cool et tout, alors que moi je connais j'ai des potes, je savais qu'ils allaient chez le psy, des potes hétéros, tu vois, parce qu'ils m'en parlaient à moi, mais par contre fallait surtout pas le dire à notre groupe de potes et aux autres, etc. Je leur disais mais enfin je sais pas, tu vas pas dans une secte, mais ils ont tellement des relations superficielles avec leurs potes mecs, mais du coup ils ont quand même des relations avec leurs potes meufs qui est très vachement ça leur sert un peu de décharge émotionnelle et psychologique, tu vois. Ouais, il y a un truc un peu de l'ordre maternel, je trouve. Ouais. Quand ta mère est peut-être pas voilà, par rapport, je sais pas, un truc générationnel ou quoi, peut peut-être pas entendre ce que tu veux lui dire. Tu vas voir tes potes meufs et tu te décharges un peu comme ça, en mode, ouais, c'est une femme, elle va comprendre. Moi, j'en ai marre de ce truc de, ouais, c'est une femme, toi qui es une femme. Oh bah tiens, Thaïs, toi qui es une femme, tu vas me comprendre. Non, pas je suis forcément, pas une safe space. En fait, franchement, je suis pas une safe space pour les mecs, hein, parce que et vraiment, ce problème émotionnel, moi, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai vu aussi. Donc, tu as ce client, donc voilà, tu as vraiment le jeune qui est blindé, qui construit sa carrière et qui veut aucune attache émotionnelle, parce qu'ils ont peur. Hein. Enfin, après, moi, je lui ai dit plein de fois, je lui ai dit, mais cherche, il y a un truc enfoui. C'est pas normal à 25 ans d'avoir si peur de se mettre en couple avec quelqu'un, ou même de juste essayer. Il me dit non, mais j'ai pas envie de m'emmerder avec... Oui, mais là, du coup, le fait qu'il ait pas envie de s'emmerder, je trouue que c'est juste révélateur d'un mépris global, plus avec les meufs, où en gros, genre, pour lui, il part du principe que fréquenter une femme, c'est forcément... des emmerdes. C'est forcément des emmerdes. difficiles, c'est forcément... mais parce que c'est forcément des discussions inconfortables, tu vois. Moi, je le vois très bien. Tu vois, par exemple, ma mère, je le vois dans ses relations, etc. Souvent, elle a des hommes qui vont lui dire... oh mais moi j'ai jamais été comme ça, on m'a jamais forcé à parler autant, y a qu'avec toi que je suis dans l'émotion comme ça, etc. Mais on dirait qu'elle leur fait dire des trucs de ouf, alors qu'en fait tu verbalises juste des choses complètement normales, tu vois. Puis j'imagine que les hommes de l'âge de ta mère, ça doit être encore, enfin c'est pas la même génération, quoi. C'est une autre génération. Et franchement je les ai côtoyés, tu vois. C'était franchement la petite cinquantaine là, c'était mon client principal. 80% de mes clients c'était des hommes de 50 ans, tu vois. Et Enfin, c'est pareil, c'est ce truc de
pourquoi tu quittes pas ta femme? J'ai jamais compris. Genre, tu te tapes une pute toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine. T'es là en train de lui dire que tu fais une belote ou je sais pas quoi, alors que tu te. Enfin. Et Ils sont lâches. C'est horrible. Ils sont C'est lâches. Pour moi, je horrible, vois tu que vois. ça. C'est vraiment genre pour moi, c'est vraiment de la lâcheté, quoi. Et ce truc de non, mais là, mes enfants sont petits, j'attends qu'ils grandissent. Mais qui a inventé ce principe? Qui a inventé ce principe de dire qu'un jour, enfin que divorcer pour des parents, ça va être plus bénéfique pour l'enfant quand il sera grand que quand il sera petit. Tu n'aimes plus ta femme ne t'aime plus, tu te barres et c'est comme ça. Mais tu sais pourquoi ils se barrent pas? Parce que là, je disais que c'était de la lâcheté et Le tout. confort. Mais bien sûr, mais c'est le confort et le travail gratuit. Ouais. Parce qu'après, ça dépend évidemment des couples, mais quand même, globalement, l'homme hétéro gagne à être en couple et à être Ah, mais marié. c'est clair. Donc, c'est clair. forcément, c'est pour ça qu'ils partent pas et c'est pour ça que c'est bien plus facile pour eux. Bien plus facile de rentrer, d'avoir la bouffe qui est faite, d'avoir le. Non, mais Bah attends, oui, la femme qui s'occupe de toute la charge mentale autour des enfants, de l'école, de l'éducation. du Et eux, foyer, eux, ouais. tout ce qu'ils ont à faire, c'est de ramener l'argent. Donc c'est bien plus simple, tu vois. Alors que Ouais. bon, tu le vois très bien, les pères célibataires, après un divorce, ils sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes, t'as rien dans le frigo. Bon, évidemment, je généralise, mais vous avez l'habitude de ça dans ce Faut tout leur podcast. rappeler. Non, mais c'est clair. Mm. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc. Enfin, il y a plus de place à l'amour véritable, tu vois. Mm. Genre, moi, j'en ai déjà parlé avec mon mec et tout, et je lui ai dit, mais si un jour tu m'aimes plus, si t'as envie d'aller voir ailleurs, etc., tu me le dis, et genre, on se sépare et tu vas voir ailleurs. Mm. Mais je vais pas. Enfin, et encore, bon, c'est autre chose que de tromper sa meuf et de la tromper avec une prostituée. Enfin, pour moi, il y a quand même un truc hyper malsain dans le fait de. Enfin, c'est beaucoup plus sournois, tu vois. Tu positionnes le rendez-vous, c'est grave prémédité. Tu vois, tu pourrais. Enfin, après, on est des humains, personne n'est parfait. Mais là, le fait de prendre ton petit téléphone, de faire une recherche, c'est un catalogue. Hein. Tu es sur un site de sporting, c'est un catalogue. C'est-à-dire que tu vas choisir la nana avec qui tu vas coucher pour tromper ta femme. Je trouve ça. Enfin, moi, ça m'a toujours. En un fait, peu c'est juste dégoûtée, pour quoi. répondre à des, je mets entre guillemets, à des pulsions. Et pour ne pas avoir justement à se faire chier avec le côté émotionnel qui peut arriver Ouais. qui peut être en face, tu vois. Et tu sais que. C'est encore une fois pour pas s'emmerder. Une fois, il y a une femme qui m'a appelée d'un client. Ouais. Genre une fois, donc j'avais rendez-vous avec lui. Il était, franchement, j'ai rien à dire sur lui. Bon, bah, il était marié, donc je le considérais comme un cafard, quoi qu'il. Mais il était respectueux, il était gentil. Et il me faisait beaucoup de compliments, il m'aimait beaucoup. Je pense qu'il s'était un petit peu attaché à moi, etc. Et sur à peu près 2-3 mois, on a dû se voir une fois par semaine, tu vois. Ce qui pour moi, à l'époque, était beaucoup. Enfin, Ouais. j'ai eu des clients qui sont revenus 1, 2, 3 fois. Mais vraiment sur 2 mois, toutes les semaines. Bon, après moi, j'étais contente à l'époque. C'était compliqué, tu vois. Et un jour, il part de chez moi en me disant bon, bah, à mardi, enfin, on se voyait le mardi, tu vois. Il me dit bon, bah, à mardi, machin, ok. Et le mardi arrive, et d'habitude, il m'envoyait toujours un message vers 10h du matin pour me confirmer, suivant ses rendez-vous, le soir, à quelle heure il allait arriver, etc. Et là, j'en avais pas eu, tu vois. Je trouvais ça un petit peu bizarre et tout. Bref, donc je lui envoie un message, je lui dis bon, bah, je t'attends, t'as peut-être oublié, mais au cas où, je te dis, je suis prête et tout. Et l'heure du rendez-vous arrive. Personne. Donc je me dis, putain, le bâtard, il me met un lapin, tu vois, il aurait pu me prévenir. Et 1 ou 2 heures après, je sais pas, il devait être 20h, 21h, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Je décroche, enfin d'un numéro, pas inconnu, mais d'un numéro, quoi, que je Ouais, savais que pas. tu connais pas. Ouais. Et là, je décroche, et là, j'entends, oui, Ruby. Et là, une femme et tout, je dis, oui, bonjour. Et là, je lui dis direct, je lui dis, je suis désolée, mais je fais pas les femmes, quoi. Ah, ouais, ok. Et là, elle me dit, non, non, mais pas du tout, je suis la femme de... Et là, elle me dit son blaze. Et là, je lui dis, ah, ah, bonjour, j'étais trop mal à l'aise et tout. Oh. Et elle me dit, écoutez, je sais qu'il vous voit depuis un moment, j'ai votre annonce sous les yeux. Et donc là, elle me dit, et là c'était un truc de ouf. Et franchement, j'étais fière de moi humainement parce que j'aurais pu franchement lui prendre de l'oseille. Genre en fait, elle m'a dit, combien je peux vous donner pour que vous ne voyiez plus mon mari? Ah ouais, oh, choupette.
Et je lui ai dit, me donnez rien, enfin, c'est bon, je vais arrêter de le voir, je veux pas vous faire de peine et tout. Enfin, moi, en fait, si tu vois, ils étaient tous mariés, mais j'avais jamais leur femme, donc pour moi, c'est pas mon dos, en fait. Tu trompes ta Ouais, femme, non c'est mais pas mon oui, dos, non tu mais vois. oui. Moi, c'est une activité, vas-y, je vais Je pas. suis pas là, tu fais pas ça pour le plaisir non plus, Je suis tu pas vois. l'avocat enfin, du ouais, diable, tu bah vois. ouais. Mais par contre, quand t'as la femme au téléphone, là, il y a un truc de l'ordre du concret qui se passe. Ouais. Peu importe ton âge, même si t'as 60 ans, je vais être en sororité avec toi, tu vois. Mm. Donc je lui dis non, mais je suis vraiment désolée. Elle me pose plein de questions, elle me donne une liste de dates. Je lui dis bah oui, à cette date, oui, à cette date. Mm. Et elle me dit en plus un truc hyper blessant, enfin pour elle, c'était que en gros, il lui avait menti sur un anniversaire de, je sais plus, sa mère à elle, ou bref, où, il n'était pas venu à une fête de famille importante parce qu'il était avec moi. Oh. Et là, elle m'avait dit que ça l'avait vraiment peiné. Elle me raconte tout son mariage. Oh là là, j'étais vraiment triste. Et elle m'a demandé pourquoi je faisais ça, si j'étais heureuse là-dedans et tout. Je lui ai dit, ouais, pas spécialement, mais c'est pas trop le sujet, tu vois. Et du coup, elle me dit, combien vous voulez pour que vous ne voyez plus mon mari? Et là, je lui ai dit, mais si c'est pas moi, ce sera une autre. Ouais. Donc je lui ai dit, je vais rien vous prendre, je vais supprimer son numéro. Je lui ai quand même envoyé un petit message. Mm. Je lui ai dit, écoute, j'ai eu ta femme au téléphone, ça m'a vraiment peiné, donc on se reverra plus, etc. Mm. Il m'a dit, non, mais faut pas l'écouter, elle en fait des caisses. Ah. Donc j'ai pas du tout aimé. Ouais. Et je l'ai bloqué, on s'est jamais revus, mais je sais très bien que le mardi d'après, il allait en retrouver une autre. Et s'il n'était pas venu au rendez-vous, c'était parce que justement, il sentait un truc. Il sentait un truc, donc il était rentré plutôt chez lui, je sais pas quoi. Mais franchement, c'est beaucoup de femmes brisées hein, derrière tous ces hommes qui consomment des prostituées. C'est beaucoup d'hommes mariés qui viennent des fois là avec quand ils venaient vers le mois de juin, juillet là et qu'ils avaient la trace de bronzage de l'alliance parce qu'ils enlevaient leurs alliances des fois. Ouais. Viens avec ton alliance, hein, je m'en fous. Hein, Je le sais. Hein. Je le sais, c'est clair, tu vois. Alors j'ai une question. Vas-y. En gros, genre dans ton épisode, tu dis qu'en gros, genre tout le monde s'intéresse aux raisons de pourquoi les TDS font ça, mais qu'on s'intéresse pas aux raisons des pourquoi les mecs ils font ça eux. Pourquoi eux les mecs ils consomment. Ouais. Est-ce que c'est vrai. Alors, ouais, je l'ai dit, mais c'est vrai que je trouve qu'on pourrait s'intéresser quand même un peu plus aux raisons qui poussent les femmes à faire ça. tu vois. crois? Je pense qu'on pourrait... Je pense qu'il y a un terrain psychique et psychologique énorme que les gens ne voient pas. En fait, on a le jugement hyper facile, mais tu vois, si je prends mon cas, si j'avais pas vécu autant d'hypersexualisation dans l'enfance, si j'avais pas été agressée sexuellement, voire violée, etc., si j'avais pas relationné avec autant d'hommes, peut-être de 40, 50 ans, peut-être que je serais pas arrivée là-dedans, tu vois. Et quand tu fais des interviews, quand tu dis que tu as été escorte, etc., les gens, les hommes surtout, ils sont là en train de te juger direct en mode dégueulasse, tu vois. Donc je trouve qu'on s'intéresse pas assez aux femmes, mais c'est vrai qu'au moins on leur demande, au moins on cherche, on leur pose la question, tu vois. Et après, oui, c'est vrai que les hommes, il y a ce truc de, il faut voir plus loin que Michel qui se réveille un matin et qui se dit tiens, aujourd'hui j'ai envie de me vider, tu vois. Je pense qu'il y a un terrain pareil, au même titre que les femmes, je pense qu'il y a un terrain psychologique, je pense que il y a un rapport avec l'enfance, il y a un rapport aussi... là, c'est un peu... faudrait que je creuse un peu plus, mais j'avais commencé à lire un truc un peu de l'ordre de la psychanalyse, mais il y a il faudrait faire une étude sur le rapport avec leur mère. Il y a un vrai bail sur les clients et leur rapport à la mère, ou à la figure maternelle, en tout cas, qui est quand même assez... flagrant. Ouais, parce que... je pense qu'un homme qui a une bonne relation avec sa mère, au même titre qu'une femme qui a eu zéro difficulté dans sa relation avec son père, se lancerait là-dedans. Tu vois, par exemple, je pense que... moi, franchement, ma relation avec mon père, elle a été un peu en dents de scie, mais c'est loin d'avoir été un mauvais père, etc. Mais il y a eu quand même des petites dissonances, etc. Je pense que si ça avait été une relation complètement sans le manque, etc., parce que j'ai quand même un peu manqué de lui, je me serais pas lancée là-dedans. Et les hommes qui consomment des prostituées ont souvent un rapport avec leur mère hyper
particulier, tu vois. Ok. Et donc ça, faudrait le creuser plus. Mais c'est vrai que ouais, je trouve que on parle de misère sexuelle, on parle de trucs, comme on disait tout à l'heure, de trucs en surface, en fait, tu vois, parce que machin a envie de se vider, donc il va prendre une prostituée, parce qu'il est pas heureux avec sa femme, donc il y a plus loin que ça, parce que c'est pas tous les hommes qui consomment ça non plus, Oui. tu vois. Bah, je trouve déjà le fait qu'on demande toujours aux travailleuses du sexe d'expliquer genre pourquoi elles font ça, je trouve que c'est assez imprimé aussi dans une société patriarcale qui demande tout le temps aux femmes de se De justifier. justifier, ouais. Donc déjà, il y a un petit peu ça. De se justifier sur ce qu'elles font de leur corps, quand même. Oui, Tu vois, c'est un truc de ouf. mais en fait, moi, genre, je me dis, est-ce que... alors, je pense que oui, peut-être d'un côté psychologique, etc., ça peut être intéressant. D'un autre côté, on perd tellement de temps, alors je sais pas si c'est du temps perdu, mais on passe tellement de temps à essayer de comprendre pourquoi les femmes, elles font ça et elles se retrouvent à faire ça, que peut-être le débat est peut-être pas bien placé, dans le sens où on devrait peut-être passer plus de temps, genre à essayer de faire pour que les femmes, elles fassent ça dans des meilleures conditions aussi, tu vois, parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu tout le débat aussi. Bah là, je pense que ça va être une bonne transition. Une bonne transition, Voilà. Sur le truc, sur l'abolitionnisme et la décriminalisation, qui sont deux termes qui sont un peu durs à dire, je trouve, et super durs à écrire. Décriminalisation. Oh, je galère. On va dire des crimes. Des crimes, ok. Attends, bref. Ouais. Donc, je pense qu'on devrait quand même passer plus de temps à se prendre la tête sur comment les femmes, les travailleuses du sexe, qui veulent le faire de toute façon par choix ou pas par choix, enfin, il y a un moment, il faut arrêter de croire qu'on peut penser à leur place aussi, tu vois. Il y a un côté très infantilisant. Ouais. Dans ce truc-là, on a l'impression qu'on sait mieux qu'elles tout le temps. Et donc, de se dire, bon, bah, de toute façon, dans tous les cas, elles le font parce que bah, c'est des grandes personnes et qu'elles font ça de leur plein gré. Et dans des bonnes conditions, au moins, tu vois. Genre... Ouais, après, je sais pas si vraiment. Enfin, moi, tu vois, pour répondre tout de suite à la question, pour rentrer dans le vif, moi, je suis ni abolo, ni pro-décrime, ni. Voilà. Je suis pour que les femmes aient le choix et pour qu'elles se sentent en sécurité. Enfin, pour qu'elles se sentent libres d'avoir le choix, tu vois. Par contre, il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est le fait que ce soit hyper dangereux, aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu peux pas avoir un compte bancaire si t'es TDS, tu vois. Que ce soit les TDS sur OnlyFans, etc. Tu vois, je sais pas, tu vois qui c'est, Calamité, celle qui a les cheveux bleus, là, qui est sur OnlyFans et tout, c'est de la première en France. Bah, genre, elle, tu vois, ça fait 8 fois que sa banque la vire parce qu'elle cherche une banque pour mettre ses revenus du TDS dessus et les banques ne veulent pas, tu vois. Donc déjà, il y a quand même un truc hyper, on ne veut pas de vous dans la société, en mode de, peu importe comment cet argent arrive, on ne veut pas de vous, tu vois. C'est vraiment hypocrite parce que genre l'industrie du sexe est tellement une énorme industrie. Il y a tellement d'argent qui se fait derrière ça. Et le fait que les banques veulent pas en voir, enfin, il y a vraiment genre une... on se voile la face d'une force... Parce que, encore une fois, c'est tabou et ça met les gens face à leurs contradictions, etc. Et c'est compliqué, tu vois. Mais moi, je suis pas abolitionniste. Mais par contre, c'est utopique et ça n'arrivera jamais. Mais je préférerais un monde où le TDS n'existe pas, tu vois. Je préférerais un monde où les femmes n'ont pas besoin de se forcer à avoir des rapports sexuels avec des hommes qui ne les attirent pas. Pour survivre, etc., ou par précarité, quand tu vois, moi, mes DM, franchement, je te mens pas, tous les jours, c'est des nanas, souvent jeunes, qui me disent, ouais, je suis étudiante, mais là, j'ai besoin d'argent, comment je peux me lancer, nanani, nanana. Tout ça, c'est... Tu fais la démarche de me poser cette question parce que tu veux te lancer, mais c'est pas un vrai choix. Tu vois, c'est un choix insidieux parce que le choix, il est poussé par la précarité, par le traumatisme, par les dangers, par ton passé, par plein de trucs. Et je sais pas comment on pourrait mettre un cadre hyper... tu parles genre rétablir les maisons closes, par exemple. J'en sais rien. Je sais pas, mais... Moi, je suis contre parce que, encore une fois, ça va être... c'est ce que le RN voulait faire, là, il y a pas longtemps. Là, c'était parce que comme on n'a pas d'autres préoccupations bien plus importantes, ils voulaient nous réouvrir les maisons closes. Bon, si elles ont fermé, c'est bien qu'il y avait une raison.
qui va y avoir derrière ces maisons closes? Qui va bénéficier des bénéfices de tout ça? Oui, ok, ils vont te faire croire que tu vas avoir peut-être un contrat de travail, des heures de travail, un peu comme en Belgique ou des trucs comme ça. Mais derrière, c'est des mecs qui vont se rincer, qui vont s'en mettre plein dans les poches, tu vois. Et puis encore une fois, c'est pas parce que tu es dans une maison close que peut-être il va y avoir un vigile à l'entrée, que Patrick il va te dire non, toi tu rentres pas, que quand tu vas arriver dans ta pièce, le mec il va être respectueux, il va bien te traiter, tu sais pas, tu vois. Moi je pense que c'est dangereux, que malheureusement ça existera toujours et ça a toujours existé parce que c'est les hommes qui ont créé ça de toutes pièces. Pas de clients, pas de prostituées, hein. C'est eux qui ont mis ça en place à l'époque, au Moyen-Âge, ou je sais même pas. C'est le plus vieux métier du monde. Hein. Ouais, bah, je crois que c'est Nota Bene qui dire, disait tu ça. vois. Ouais. Ça veut tout dire. Ça veut vraiment tout dire. Et ça veut dire que depuis la nuit des temps, les hommes ont fait en sorte que le corps des femmes était marchandable. Mais qu'après, c'est les premiers à venir te dire qu'une femme qui marchande son corps, limite, c'est une paria de la société, tu vois. Vu comment les TDS sont marginalisés, en vrai, c'est encore une réalité aujourd'hui, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Je sais pas, moi, genre, bon, après, je suis pas concernée, mais j'imagine que un minimum de cadre, tu vois, genre... une sécurité sociale. Alors ça, oui. Enfin, tu vois, dans tous les cas, tu bosseras toujours pour un patron qui fera plus de bénéfices que toi. Le fait qu'elle puisse avoir une activité déclarée, ça, ce serait important. Le fait que si tu as été prostituée pendant 20 ans de ta vie et que tu as gagné de l'argent sur ça, que tu puisses pas cotiser pour ta retraite, etc., par exemple, ça, je trouve ça horrible, tu vois. Donc ça, ok. Mais... Toi, c'est l'acte en lui-même qui te dérange. Bah ouais, parce que je trouve que, en fait, dans un sens, j'ai envie pour ces femmes, tu vois, qu'elles puissent avoir ce droit aux aides sociales, etc., parce qu'elles font ce travail-là. Et du coup, je me dis que ça normalise encore un peu plus ce métier-là. Ouais, mais moi, je fais un peu le parallèle avec la drogue, où en gros, tu vois, où on n'en parle pas, on fait comme s'il n'existe pas. Bon, ça change un petit peu, mais c'est quand même... que tout le monde en prend. Ouais, c'est quand même un sujet genre qui met du temps à venir sur la table et tout, alors que la réalité est que tout le monde non, mais que énormément de gens en consomment. Personnellement, j'ai beaucoup traîné dans le monde de la nuit et tout, et c'est hyper normal, tu vois, et en réalité, c'est tellement normal qu'il y a eu une période où je consommais beaucoup de j'en avais presque oublié que c'était illégal, tellement j'en consommais, mais tellement c'était normalisé, tu vois. Et donc le fait qu'on fasse comme si ces choses-là n'existaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prévention, c'est qu'il n'y a pas de sujet, que c'est pas mis sur la table, et du coup c'est là où il y a le plus de danger. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu la même chose avec le travail du sexe, où on ne veut pas en entendre parler, mais ça invisibilise la réalité genre d'énormément de femmes. En fait, quand en 2016, ils ont fait la loi pour criminaliser le client, le but était de dissuader. En fait, c'était une loi qui était normalement faite pour jouer en faveur des prostituées, parce que du coup, c'était plus la pute qui était répréhensible, c'était le client. Et c'était fait un petit peu pour, voilà, en mode attention, si vous allez voir des prostituées, vous allez avoir une amende ou que sais-je, donc ne le faites pas. Sauf qu'en fait, ça a été contre-productif, parce que du coup ce qui s'est passé, c'est que les clients ont commencé à faire ça en soum-soum et à marginaliser encore plus le truc. Après, pour les prostituées, ça a été encore plus compliqué. Le délit de racolage était voilà, tu peux plus te mettre sur le trottoir et dire bonjour, est-ce que tu veux voilà. Et en fait, je pense que d'un point de vue légal, que tu sois d'un côté ou de l'autre, c'est hyper touchy, parce que tu vois, par exemple, la drogue, on achète un produit. Alors après, il y en a qui vont te dire qu'on peut peut-être comparer le corps des femmes à un produit dans cette activité-là, mais pour moi, ça reste un service. Déjà, il y a quand même une différence entre le produit et le service. Alors moi, je faisais le parallèle uniquement parce que c'est deux sujets dont on veut pas parler alors que ça existe, tu vois. Mais c'est vrai que tu vois, je sais pas si demain, par exemple, il y avait une décriminalisation... Waouh, c'est vrai. T'as vu, c'est dur à dire de fou. Une décrime. Si demain, il y avait une décrime complète de la prostitution, et j'entends prostitution, c'est-à-dire donc voilà, les femmes qui font ça d'elles-mêmes, on parle pas de proxénétisme et de trafic de mineurs, etc., parce que c'est encore un autre sujet. Je sais pas si pour autant il y aurait plus de prévention, parce qu'en fait, tu vois, par exemple, je trouve que c'est hyper facile de faire de la prévention sur de la drogue, de dire attention, cette substance, elle est mauvaise pour la santé, vous pouvez avoir ci, vous pouvez avoir ça. Alors que là, on parle de sexe. Et en fait, le tabou autour du sexe dans la société,
il bougera jamais. Moi, je pense enfin, même si maintenant, tu vois, t'allumes Canal à 20h, tu vas avoir Maya Mazorette qui va parler de sextoy ou de machin, c'est cool, on avance un peu, c'était pas comme ça il y a 20 ans. Oui. Mais ça reste très minime, ça reste très... Il y a encore énormément de tabous. On sait que les hommes, ça stick la flûte tous les soirs, mais dès que tu parles de masturbation féminine, c'est wouh! Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, tu vois? Donc je pense que malheureusement, le tabou autour du sexe existera toujours parce qu'il rend les gens inconfortables et que tout le monde n'a pas... moi, je le vois des fois même avec des gens de mon âge qui n'ont pas cette facilité à en parler, à déconstruire le truc, etc. Donc, ça dépend de plein de choses, tu vois. Donc, je suis pas sûre qu'une décriminalisation... Putain. Je te l'ai mis dans la tête Qu'une maintenant. décrime, ça aide vraiment et que ça pousse les gens à faire plus de prévention. Et puis j'imagine des campagnes de prévention. Je me demande bien Mais pas ce qu'ils sont forcément, en train pas forcément de d'écrire, tu faire de vois. la prévention, mais genre, je sais que dans le, tu sais, on s'était partagé un post sur Instagram Oui. où il y avait, c'était quoi? C'était PSP Le programme de de sortie. sortie. Ouais. Ah oui, alors, ce programme de sortie là, franchement, c'est encore un truc que la France met en place pour se donner bonne conscience. Oui, mais parce qu'en fait, il n'est pas fait par des personnes concernées Ouais. aussi. C'est comme la loi de 2016, elle a été prise par des gens qui ne sont pas concernés, donc en fait, c'est un peu à côté, quoi. Et quand t'es prostituée et que tu veux sortir de ça, admettons, là, ça fait 10 ans, la nana a fait ça, elle a un déclic, elle se dit, ça y est, j'ai plus envie de faire ça. C'est quand même une ambiance, un milieu, un mood très particulier. Sortir de ça quand l'État va te dire, ok, moi maintenant, je t'offre une séance de psy tous les 3 mois et 500 € par mois. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pas réel, c'est pas réaliste, comme tout ce qu'ils mettent en place. De toute façon, il n'y a rien de réaliste. Mais c'est des parcours de sortie qui auraient mérite à vraiment être créés par des femmes qui sont passées par là, qui savent comment en sortir. Et encore une fois, tout le monde n'a pas la même égalité des chances Bien sûr. à ce niveau-là. Tu vois, moi, entre guillemets, j'ai eu un parcours simple. J'ai quand même eu tout le long de l'activité des copines extraordinaires. J'ai rencontré mon mec qui m'a prise comme ça pour ce que j'étais et qui m'a dit non mais c'est bon, tu vas arrêter ton activité si t'es pas heureuse et puis tu n'auras plus jamais besoin de faire ça. Ma famille m'a certes tourné le dos, mais là maintenant on renoue, etc. Donc je suis loin d'être seule. Il y a des femmes, surtout il y a beaucoup d'étrangères, il y a beaucoup de femmes issues de l'immigration qui sont prostituées et moi je le voyais par exemple mais qui sont en situation irrégulière aussi. Quand j'étais dans le 17e, tu vois, vers Place de Clichy, là, quand tu remontais sur le boulevard, tu avais beaucoup de femmes asiatiques qui, tu sais qu'elles étaient là pour ça. Donc, quand tu es toute seule, que tu parles pas la langue, en plus de ça, alors le parcours de sortie, il est accessible aux personnes étrangères. Mais il y a plein de choses... Il n'y a pas genre 6 mois... de titre de séjour. Faudrait vérifier vraiment parce que je veux pas dire de la merde, mais il y a une condition. Mais en tout cas, il peut être accessible, mais faut que tu ailles dans des assos, que tu trouves des gens pour t'aider. Tu n'y arriveras jamais toute seule, tu vois. Donc je pense que il n'est pas hyper accessible, quoi. Pour les personnes isolées, il n'est pas accessible. Et il y en a beaucoup parce que moi, à l'époque, quand je faisais ça, souvent mes clients me disaient, ça me saoulait, mais t'es bien française, hein? T'es bien française, hein? Ah, waouh, what the fuck? Ouais, j'étais là, enfin, je peux être française et... tu veux ma carte d'identité, connard, genre? Et souvent, ils me racontaient, on en a marre de prendre des rendez-vous, on arrive, la nana est pas française, elle te parle pas français, c'est bon, quoi. Parce que maintenant, ça les intéresse de parler aux femmes, tu vois, donc. Non, mais c'est clair, comme s'ils en avaient quelque chose à foutre de la langue dont franchement, tu pourrais être muette, ils en auraient rien à péter. Et ils me demandaient souvent ça. Et c'est vrai que quand j'allais sur les sites et que moi, je postais mon annonce, je voyais bien qu'il y en avait beaucoup qui étaient étrangères. Et ces femmes-là, c'est encore plus compliqué parce que l'argent, souvent, il n'est pas pour elles l'envoient souvent à leur famille qui sont dans d'autres pays, tu vois. Donc, c'est encore des parcours de sortie hyper compliqués à créer. Enfin, moi, je pense qu'honnêtement, je pense qu'on ne sera jamais débarrassé de la prostitution. Non. Parce que les hommes, et on dirait qu'on veut toujours tout leur mettre sur le dos, mais en même temps, c'est leur faute. C'est l'idée de ce podcast après. Hein. Je pense que les hommes Enfin, comment ça, genre je me dis quoi, dans un monde incroyable, dans 20 ans, ils se réveillent et ils se disent « Ah, on a fait subir tout ça aux femmes, aujourd'hui on arrête. » Bah pas du tout. Non, mais après, outre les hommes, il y a aussi une certaine précarité. Et je sais que tu en as déjà parlé sur Instagram, et tu disais que le fait que tu aies aussi autant de jeunes femmes qui te contactent
pour essayer de rentrer là-dedans, c'était aussi Bah ouais, mais le résultat tu de... vois, on est dans un pays où on va parler de Macron là. Oh là là, vraiment, j'allais dire... ça me saoule de parler de lui. Genre, il est Mais là. attends, c'est notre cafard national. Genre, faudrait qu'il vraiment. soit abordé à Vraiment. tous les épisodes. Il est là toute la sainte journée à nous dire nos jeunes doivent rayonner dans leurs études, on veut que nos jeunes fassent des études, etc. Mais la vérité, c'est que tes jeunes, c'est pas qu'ils veulent pas faire d'études. Il est là, donc à nous vendre. Oui, ok, en France, il y a des bonnes écoles. Oui, ok, c'est super de faire des études. Ça reste quand même un luxe de ouf de faire des études sans avoir à travailler à côté. Moi, paradoxalement, j'ai commencé mon activité à la fin de mes études, mais parce que pendant toutes mes études, j'ai bossé. Les gens, ils sont là en mode « mais vous pouvez pas aller au McDo ?» Mais je l'ai fait, les gars, je l'ai fait. J'ai fait le McDo, j'ai fait les babysitting tous les soirs de ma putain de semaine après mes cours de 15h à 20h, les bains, les machins, à des gosses qui sont même pas à moi. Enfin, c'est bon, tu vois. J'ai travaillé dans les champs de melons et au bout d'un moment, t'en peux plus. Tu devrais pouvoir te concentrer sur tes études et que ça passe tout seul et ne pas avoir d'autres préoccupations de ça. Les jeunes aujourd'hui, moi, ça me fait trop de peine quand je vois des petites étudiantes. J'en ai beaucoup, des étudiantes en médecine. Et du coup, elles me disent, mais en fait, le problème, c'est que je peux pas trouver un autre travail en plus de ça, parce que le seul truc que je peux faire, c'est travailler le soir ou sur des horaires un peu décalés. Oui, Et c'est le truc que tu malheureusement, choisis, quoi. tu vas faire quoi? Tu vas faire la serveuse en boîte de nuit, et puis t'entends du boum boum toute la nuit, et après, tu vas me faire croire que tu vas aller te réveiller pour aller en cours. Pas du tout. Donc, il y en a qui préfèrent se taper un client le soir entre 20h et 21h, et puis embaucher 200 balles, et puis... elles vont se dire qu'elles vont payer leurs courses, un petit bout de loyer, etc. Mais c'est super dur. Pour conclure, y a pas Ne faites pas pute. Don't be a slut. Grave. Grave, putain. Non, mais c'était super intéressant. Enfin, franchement, j'ai grave kiffé cet épisode. Au final, genre, on n'a pas beaucoup parlé de cafards. Ouais, franchement. Mais ça a été... Dans sa globalité, on comprend que de toute façon, ceux qui consomment ce genre d'activité sont des cafards. Donc, Mais dans ton épisode, t'es un peu plus nuancé. Dans mon épisode de quoi? Dans ton épisode sur est-ce que les hommes sont mauvais? Quoi que tu dis oui, mais tu développes un peu. Oui, parce que comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai eu des clients qui étaient foncièrement gentils et qui m'ont donné du respect, qui m'ont même demandé pourquoi j'étais là, si j'étais heureuse là-dedans. Il y en a même qui m'ont dit mais arrête quoi, on sent bien que tu sais un peu ce truc paternaliste de je vais te sauver. Il y en a plein qui m'ont dit mais moi tu sais si tu relationnes qu'avec moi, je te donne un peu d'argent tous les mois et puis en échange tu prends personne d'autre et je te sors de ça et patati et patata. Ouais, et, le syndrome du sauveur à blinde. Ouais, le syndrome du sauveur, il est hyper présent dans ces trucs-là. Et donc, j'ai pas envie de dire qu'ils sont tous des connards. Mais il y a quand même un truc qui fait que... Ils sont quand même là. Ouais. Ouais. Mais j'avais écrit un truc, justement, je disais que la prostitution est vraiment à l'intersectionnalité de la misogynie globale et du mépris de classe. Ouais. Et que en vrai, genre même, j'ai l'impression, dans les personnes qui ont des discours Abolitionnistes. J'ai l'impression que ça engendre, et genre que le sujet de la prostitution engendre énormément un peu le syndrome du sauveur de tout le monde, quoi. Ouais, c'est-à-dire que quand tu vois une femme qui est prostituée, t'as automatiquement envie de lui dire arrête, ne fais pas ça, je vais te sortir de là, tu mérites mieux. Mais en vrai, tu l'as un peu dans Pretty Woman. Ouais, alors Pretty Woman. Non, mais évidemment. Mais oui, bien sûr. Tu vois, il y a un peu ce truc-là en mode bon, bah voilà, regarde. Du coup, c'est genre, est-ce que t'es toujours à la recherche c'est pas une question, c'est rhétorique. Est-ce que t'es toujours à la recherche de ton homme blanc riche qui va te sortir de ta prostitution? Mais bon, après, est-ce que tu te prostitues pas d'une autre manière? Exactement. Non, mais c'est vrai. Bah, grave. Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Et après, bon, moi, je voulais juste te dire que, bon, là, des fois, on en parle un petit peu de façon légère et tout. Moi, j'ai pas de mal à dédramatiser un peu ce qui m'est arrivé. Ouais. Mais ça reste quand même un sujet sérieux. Et la prévention, c'est hyper important. Et faut se rendre compte que c'est comme une activité qui précarise beaucoup, qui met en danger. Et aussi, voilà, on n'a pas parlé de santé sexuelle ou de trucs comme ça, mais la question numéro 1 qui est posée par le client, c'est est-ce qu'on peut le faire sans capote, hein? J'avais vu ça que... Ne jamais succomber à ça. Vraiment, j'avais lu une histoire d'une nana qui était escorte, pas en France,
où le mec était mais vraiment gentleman à mort. Limite, elle n'avait pas l'habitude d'un client qui la traitait aussi bien, etc. Elle a fini par céder au fait de ne pas mettre de préservatif. Et en fait, à la fin du rapport, il est devenu odieux. Il lui a dit félicitations, t'as le sida maintenant. Voilà. Je sais pas si la conclusion est horrible. Cette conclusion est horrible. Mais tout ça pour dire que dans cette activité, s'il y a bien un truc d'une importance capitale, c'est même le truc le plus important dans cette activité, c'est de ne jamais accepter, peu importe si le mec il a l'air sympa, machin, même s'il vous dit tiens regarde, parce que on me l'a fait, apporter les tests, imprimer des labos, machin, on sait pas, maintenant Photoshop ça va vite, on sait pas avec qui t'as baisé hier, ou tu vois, donc je pense que le plus important c'est de se protéger, au moins quand t'es dans cette activité. Protège ta santé, c'est le plus important. Et il y a ce truc autour des prostituées hyper crade, on nous montre un peu comme des meufs sales, etc. Je pense que honnêtement, j'ai jamais été aussi clean avec ma santé sexuelle que quand j'étais escort, parce que autant avant quand je datais beaucoup, etc. Bon, j'avoue, j'allais pas au labo faire ma petite prise de sang tous les 3 mois, etc. Tu vois, alors qu'il faudrait. Alors que quand j'étais escorte, vraiment, tous les 2 mois, parce que ça sert à rien de le faire. De toute façon, il y a un délai d'incubation et tout, mais tous les 2 mois, 2 mois et demi, j'y allais, je demandais tout, et puis jamais j'ai cédé au fait de pas mettre de capote, quoi, tu vois. Donc c'est hyper important. Bah ça, c'est une belle conclusion. Ça, protégez-vous, mais ça, en fait, dans tous les cas, protégez-vous. Sortez couverts. C'était qui disait ça, le vieux, là? C'était Christophe de Chavannes. Ah ouais, je sais pas. Oh là là. Ouais, donc sortez couverts, c'est important. Mais en tout cas, merci Thaïs. C'était à toi. trop cool comme épisode. Franchement, je suis trop contente. Mais grave. J'ai hâte de le monter. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que du coup, tu fais de la prévention, donc t'as... Oui. Alors, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram et sur TikTok. Mon compte, c'est Bonjour Thaïs. J'ai aussi un canal Discord si jamais il y a des meufs qui nous écoutent, voilà, qui ont besoin de parler dans un endroit un petit peu plus intime de ce sujet-là, etc. Et puis j'ai aussi un podcast qui s'appelle À deux doigts, disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, je ferai mon travail et je mettrai tout en barre de description de l'épisode. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est à moi de vous dire au revoir. Je vous remercie d'être arrivés jusqu'ici. Petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou alors à mettre 5 étoiles parce que ça me permet de monter dans les suggestions Spotify. Ouais. Voilà, et puis sinon, comme d'habitude, on se pète sur Instagram @Marie et ses cafards. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures cafardesques. Bye! Bye!